Bonsoir à tous et bienvenue pour notre nouvel épisode du podcast du Club Paname. Avec nous ce soir, après avoir réussi son entretien d'embauche, il est de retour pour une seconde fois consécutive. Kata, bonsoir. Bonsoir à tous. Et pour l'accompagner, accueillons Lionel de retour ce soir. Salut Lionel. Salut tout le monde, bonsoir Kata. Enchanté de faire ta connaissance. En tout Salut cas, Lionel. un podcast. Voilà, votre première en duo. Au programme ce soir, on reviendra sur la blessure de Neymar, sur les matchs contre Nice et Bruges, et puis on fera un petit avant-goût du PSG-OM. Bon, on va commencer sans plus tarder donc par l'avant-match avec les blessures en sélection. Gay qui se blesse pour une dizaine de jours, sa première blessure musculaire, et Neymar pour un peu plus longtemps, on parle d'un mois. Je vais vous demander, est-ce que Neymar, c'est la blessure de trop? Lionel commence. Je ne sais pas si c'est la blessure de trop, mais je trouve que la façon dont le Brésil a géré le joueur, connaissant sa fragilité, et puis c'est un joueur qui avait quand même enchaîné quelques matchs avec le Paris Saint-Germain. Je pense que surtout si c'était pas des matchs importants, c'était deux matchs amicaux, il n'y avait pas intérêt à l'aligner sur les deux matchs d'affilée. Et je trouve que ça démontre une certaine, enfin, en quelque sorte un manque de respect des amis du Paris Saint-Germain parce que c'est quand même le club qui le paye, non pas la sélection. Et je pense que dans des situations comme ça, connaissant le joueur, il y avait une façon de le gérer différemment. Et toi, Kata, est-ce que ça commence à t'inquiéter ces blessures de plus en plus rapprochées? Ouais, enfin c'est assez juste ce qu'a dit Lionel. C'est vrai que c'est un peu énervant qu'il soit surutilisé par le Brésil. Après, c'est vrai que nous aussi on l'a un peu surutilisé. Et en fait, c'était un peu un qui tout double parce que en fait la meilleure façon pour lui pour reprendre sa forme optimale, c'est de jouer des matchs. Mais le truc, c'est que tant qu'il arrive pas à trouver un état de forme correct, donc c'est-à-dire perdre des kilos, et il se met en danger en jouant en fait. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors là, c'est pas une blessure très grave, c'est une blessure musculaire, c'est les adducteurs, il me semble. Non, c'est C'est une... c'est vers les adducteurs, Ouais, exactement, mais c'est de c'est ce ça. niveau-là. Bon, les adducteurs, si on veut que ça guérisse bien, c'est autour d'un mois. Bon, c'est pas la blessure qui inquiète, mais c'est vrai que cette accumulation-là, c'est un peu rageant parce que il était sur le retour, il enchaînait les matchs et là, ça le casse un peu dans cette dynamique-là. Mais bon, moi, ça m'inquiète pas plus que ça. C'est pas une blessure qui est très grave. Donc, Ouais, le problème, c'est l'accumulation de plus en plus proche des blessures. Au début, il avait une blessure grave, mais là, on a eu une blessure en juin pendant la Copa, de nouveau une là. Moi, c'est ça qui mm. m'inquiète. Je ne sais pas si c'est amené à se répéter au fil du temps. Après, quand un joueur se fait opérer, enfin une personne se fait opérer, ça crée forcément un déséquilibre. On a pu le voir avec d'autres joueurs à l'époque, que ce soit Diaby ou autre, surtout dans la région pied, cheville, etc. Donc, forcément, je pense qu'il doit avoir un déséquilibre. À partir du moment où tu as un déséquilibre, tu compenses et ça va forcément créer ce qu'on va subir ou ce qu'il va subir sur les prochains mois et les prochaines années, c'est-à-dire régulièrement des blessures, que ce soit à la cuisse, aux adducteurs ou autre, quoi. Donc, il faudra qu'on s'adapte à cela. Mais pour revenir à ce que disait Katakuri, le Paris Saint-Germain l'a peut-être surutilisé, mais le Paris Saint-Germain jouait des matchs qui a un intérêt comptable, ce qui n'est pas du tout le cas du Brésil, où c'était deux matchs amicaux. Et puis, il était suspendu en Ligue des Champions, donc il n'enchaînait pas chaque 3 jours non plus. Ouais. Oui, oui. Mais enfin, après, il a quand même joué 90 minutes. Il jouait les matchs jusqu'au bout. Ah. C'est dans ce sens-là où. Après, il y aurait eu Draxler, Mbappé et Cavani d'Apt. Il aurait peut-être pu souffler. Là, c'était un peu compliqué vu notre effectif. Non, mais bon, je pense qu'on cherchait aussi à le faire jouer parce que je pense Oui, que. c'est vrai qu'on arrive, je crois que depuis le match d'hier, on est pile à 50% de matchs ratés par Neymar depuis qu'il est arrivé. C'est vrai que ça Oui, chie. c'est 63-63. Ouais, ouais. C'est tout Que rond j'ai maintenant. lu. 50-50. Ouais. Et quant à Gay, qui lui, c'est pas très grave, mais c'est sa première blessure musculaire depuis Lille. Est-ce que c'est un malheureux contre hasard ou ça va avec l'accumulation des blessures musculaires à Paris? Est-ce que ça aussi, vous pensez que c'est un hasard ou alors qu'il y a quelque chose derrière dans la prépa? Kata? Non, il n'y a rien qui est un hasard. Après, je pense que la prépa, elle a impacté sur tout le groupe. Euh, donc, ça a déclenché des blessures musculaires et ça a forcé des joueurs à jouer plus que prévu. Alors, on fait le procès à Tourelle quand il titularise une équipe un peu bis.
Mais là, on voit bien que s'il faisait plus jouer certains joueurs, on risque la blessure. Donc Bah là, au il gère. final, Ouais, c'est sûr qu'il gère Cavani et Mbappé dans ce sens-là. On a l'impression qu'il est quand même prudent. ouais, après en attaque, la gestion est facilitée parce qu'on a beaucoup de joueurs. Au milieu, on n'en a pas tant que ça. Donc au final, on se retrouve facilement avec des Bernat relayeur gauche. Et là, ça donne un peu le match contre Reims où bah on a un milieu qui ressemble plus à grand-chose, mais en même temps, On n'a pas Tourelle est obligé de composer avec cette épidémie de blessures. Lionel, ton avis? Ouais, je pense que Katakuri a tout dit. Et puis, il faut prendre aussi en compte que des joueurs comme Gay ou les Brésiliens ont eu des compétitions internationales pendant l'été. Donc, forcément, ils ont une préparation physique un peu plus courte et différente. Mais bon, il faut quand même prendre conscience qu'on a quand même beaucoup de blessures depuis le début. Donc, c'est que forcément, il y a une raison. Il n'y a jamais de hasard à une blessure. C'est que forcément, il y a peut-être eu un travail peut-être trop intensif. Et aujourd'hui, on le paye un peu, quoi. Ouais, ce qui est dommage, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est par exemple, Herrera aurait pu profiter de la blessure de Gay et boum, il se répète aussi. Donc c'est un peu compliqué tout ça. On en reparlera tout à l'heure des blessures hier contre Bruges. Bon, on va passer sur le match de Nice. On a observé une très bonne première mi-temps collective du Paris Saint-Germain et une deuxième mi-temps qui a été beaucoup plus compliquée jusqu'au fait de match de double carton rouge. Comment vous expliquez ça, Lionel? Ouais, je pense que c'est un peu. Enfin, quand on regardait le match, on trouvait que Nice était extrêmement faible. Et je pense que inconsciemment, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont rendus compte que c'était très facile et ils ont peut-être se sont un petit peu déconnectés parce qu'il y avait un match qui arrivait dans 3 jours et qu'ils avaient déjà commencé à le préparer peut-être dans leur esprit. Et Nice a su se remettre dedans et forcément, c'est comme un véhicule, quand tu baisses en régime, ben, tu as du mal à redémarrer. Donc c'est ce qui s'est passé. Le Paris Saint-Germain avait peut-être baissé un peu le pied et puis ils ont eu du mal à redémarrer, à remettre du rythme. Et Nice en a profité pour nous mettre sous pression et revenir dans le match. Et sinon, qu'est-ce que tu as aimé dans notre première mi-temps Ouais, peut-être? j'ai aimé l'intensité qui a été mise pendant toute la première mi-temps. J'ai aimé la façon dont on a su gérer la profondeur. Défensivement, on avait un très grand Thiago Silva. On avait une équipe en fait très cohérente et où tout le monde, et c'est ce qui est bien depuis le début de la saison, c'est que tout le monde est efficace et joue son rôle. Je prends un joueur comme Paredes que j'ai énormément critiqué depuis le début de la saison. J'ai trouvé très bon, enfin, en tout cas, j'ai trouvé bon contre Nice. Et j'ai trouvé qu'il commence à se mettre au diapason. Et c'est ce que j'ai apprécié dans le premier temps, c'est ça, c'est vraiment ce rythme, cette intensité, cette envie constamment de récupérer le ballon, d'aller vers l'avant, d'agresser l'équipe adverse. Et j'ai apprécié ça. Kata, ton avis, toi, sur ce match? Bah, c'était un match un peu particulier parce qu'on a commencé dans une formation qui changeait un peu du 4-3-3 habituel. Là, on avait Sarabia en relayeur, donc dans une sorte de 4-2-3-1 finalement. Et Sarabia était très intéressant, sans parler de l'excellent match de Di Maria, mais ça, je pense qu'on y reviendra. Bien sûr. Ouais. Mais Sarabia était très intéressant. Après, à la mi-temps, il y a Thiago Silva qui sort, Marquinhos qui rentre. Marquinhos était pas très bien et pas très bien rentré. C'est lui qui fait, bon, c'est pas lui seul, mais il fait une grosse erreur sur le but. Après, il y a les Niçois qui reviennent dans le match et Sarabia aussi a un peu baissé le pied. On a un peu changé de configuration et ce qui fait qu'on n'a plus trop retrouvé la même structure que la première mi-temps. Donc Il y moi, a c'est des comme ça que j'explique la différence. Il y a les changements de toile, est-ce qu'ils étaient adaptés? Par exemple, Choupo qui sort pour Kurzawa, on passe dans une défense limite à 5 avec Diallo qui se remet dans l'axe. Est-ce que ça n'a pas perturbé aussi l'équipe, ça? Kata? Bah, je pense que ça a forcément perturbé un peu. Après, moi, je t'avoue que c'était pas trop facile de lire la composition qu'on avait en fin de match. Alors, je sais pas ce que vous avez vu, vous, comme compo, mais Il remet Sarabia devant, il met Paredes au milieu, il sort Choupo pour Kurzawa. Donc moi j'ai l'impression qu'on était repassé à une configuration plus,
plus à 3 derrière après, mais c'est vrai que c'était assez compliqué de dire parce qu'il y a eu Ouais, le changement de Kurzawa, puis ensuite le changement de Paredes, donc on a même changé en l'espace de 10 minutes. Puis après, vu qu'on était à 11 contre 9, c'était encore différent. Ouais. Ouais, et puis, Ouais, vas-y. mais bon, en plus, oui, oui, Lionel, tu voulais. Ouais. quand tu as Kurzawa qui aujourd'hui, je pense que son chemin ne passe jamais terminé. Donc quand il rentre sur un terrain, tu sens que c'est un joueur qui n'a plus confiance, qui c'est plus un footballeur pour moi au Paris Saint-Germain. Mais quand il rentre, on a l'impression qu'on se retrouve à 10, quoi. Donc c'est compliqué. Sur le premier but, c'est lui qui n'y va pas, enfin qui fait une mauvaise passe en retrait. Bon, après, il y a Diallo aussi qui n'y va pas avec suffisamment d'agressivité, mais on sent qu'on a un joueur qui est totalement perdu. Là où, par exemple, Paredes, commence à petit à petit à sortir la tête de l'eau, Kurzawa, je pense que lui, voilà, c'est fini. Kurzawa, on dirait plus un joueur de football depuis longtemps. Ouais. On va passer au fait de match, donc cette double expulsion niçoise au moment où Nice poussait pour tenter d'égaliser. Donc, est-ce que l'arbitre aurait-il pu faire preuve de plus de psychologie? On rappelle les faits, il met un second jaune à Cyprien suite à, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, des mots de Cyprien, peut-être une insulte, on ne sait pas. Et derrière, ça mène le second carton rouge niçois qui, lui, est plus justifié avec une petite baffe. Est-ce que pour vous, l'arbitre a tué le match ou alors il a juste appliqué le règlement lyonnais? Ouais, alors déjà, je pense que lui-même, il s'est rendu compte qu'il a fait une erreur, puisque visiblement, dans le rapport qu'il a fait à la fin du match, il a dit que les deux expulsions étaient très sévères. Et la preuve, la commission a été très clémente avec les deux. Ok, j'avais pas suivi ça. Donc, dans le rapport, Il a dit que l'expulsion était sévère pour les deux personnes. Donc là, il a eu la décision qui est tombée aujourd'hui et qui était assez clémente pour les deux. Je n'ai pas lu l'article, mais en tout cas, c'est ce qui est dit. Ok, c'est déjà Et bien. Ouais. donc, oui, je pense qu'il a fait une erreur. Après, le souci souvent avec les arbitres, c'est que enfin, c'est pas pour lui trouver une excuse, parce que j'aurais été à la place des fois, j'aurais été un petit peu en colère, mais je me mets à sa place où constamment, ils sont tout le temps à paguer, à paguer. Et là, quand on revoit l'action, il laisse l'avantage de façon à ce que Nice puisse continuer à attaquer. Et le joueur de Nice commence à s'emporter. Donc, je pense que lui, sur le coup, il avait dit, ah bon, j'en ai ras le bol. Peut-être qu'en plus, il y avait eu deux, trois actions avant où les Niçois, dans la surface, avaient tendance à aller chercher le penalty. Donc, je pense qu'il a juste lui aussi se pété un petit plomb, entre guillemets, et dégainé pour leur dire ça suffit, il faut arrêter maintenant, quoi. Kata, ton avis, toi? Bah, au début de l'action, c'est Paredes qui pousse Cyprien, il me semble. Ouais, c'est ça. Et bon, après, c'est vrai que c'est un peu sévère. C'est un peu sévère. Le deuxième jaune de Cyprien, un peu sévère. Et malheureusement, c'est ce qui amène l'autre rouge en plus. Donc, Voilà, mais après, au Niçois de gagner en maturité, et tant mieux pour nous si ça nous aide. Bah, c'est vrai que ça nous a aidé, on va pas se mentir. tant mieux pour nous, je sais pas. Moi, en tout cas, ça m'a un peu enlevé du match. J'étais content de nous voir un peu sous pression et de voir Nice pousser. Ça m'a un peu gâché la fin du match, sans vous mentir. Ouais. J'ai trouvé ça dommage, ouais. C'est intéressant de voir Paris un peu sous pression aussi. Donc, mais bon. Tu as pu le voir hier, c'est déjà ça. Ouais, mais après, en face, bon, on en reparlera tout à l'heure de Bruges. Ouais. On va en reparler tout à l'heure. On va passer aux individualités. On va commencer par les latéraux, Meunier et Diallo. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur match, Lionel? Toi qui es pour Diallo arrière gauche en plus, je rappelle, pour nos auditeurs. Oui, bah, moi, je trouve que c'est un joueur qui est très intéressant. Et enfin, moi, je pars du principe qu'un latéral doit d'abord bien défendre et avant de bien attaquer. Je trouve que lui, c'est un joueur qui est capable enfin, qui défend déjà très bien, mais en plus de ça, qui est techniquement très propre, avec très bonne qualité de passe, qui a cette capacité à se projeter, il le fait quand il est dans l'axe, et quand il est sur le côté, bah, je l'ai trouvé très très bon. On l'a vu assez haut des fois. Enfin, moi, il me plaît à ce poste, et je pense que ça peut être une très bonne alternative en fonction des équipes qu'on va affronter, puisque Tuchel aime bien s'adapter à l'équipe en face, et en fonction de l'adversaire, ça peut être intéressant de pouvoir soit avoir un joueur un peu plus offensif comme Bernat, ou avoir un joueur qui, lui, est capable vraiment de défendre comme Diallo. Et donc, ce match, j'ai trouvé très très bon. Et pareil, Meunier, je ne suis pas son plus grand fan, mais quand il fait des bons matchs, il faut le dire. Donc, surtout que je ne veux pas le rater pour hier, donc j'ai trouvé très très bon contre Nice. Ouais, Meunier qui est notamment sur l'avant-dernière passe sur le premier but. Mm. Une ouverture assez longue, enfin une ouverture à terre assez longue, puis Di Maria ensuite.
C'est le reste. Et puis, il y a la passe décisive pour Di Maria, même si c'est plus Di Maria qui met le but après dans un angle impossible. Kata, toi, ton avis sur le match de nos deux latéraux? Ouais, du bon Meunier, il a fait un bon match avec notamment cette passe comme tu l'as souligné. Après pour euh, Diallo, moi je sens que sa limite à ce poste, ça va être le physique. Parce que j'ai pas l'impression qu'il ait une grande capacité à répéter les efforts et faire des allers-retours en défense et en attaque. Donc moi je le vois pas vraiment comme une solution à part entière à ce poste d'arrière gauche, mais peut-être une option dans la rotation. Mais je le vois pas vraiment comme une vraie option tactique. J'ai du mal à le voir parce que physiquement je le vois pas capable de répéter les efforts et même défensivement alors il a une culture défensive supérieure à celle de Bernat, mais ouais, j'ai pas l'impression que ça se matérialise vraiment dans les matchs. J'ai Pour pas toi, l'impression qu'il défend beaucoup mieux que Bernat et qu'il est moins en difficulté. donc pour toi, Il est c'est. peut-être, Oui, vas-y, pardon. non, Continue. il est peut-être plus rassurant sur le papier, mais dans les faits, j'ai pas l'impression que, moi, j'ai plus l'impression que c'est une option pour lui donner des minutes et pour pas mettre Kurzawa au final. Oui, oui, oui. Voilà. Mais après, ça reste une solution crédible, on va dire. Moi, je suis plus de ton avis. Bernat, pour moi, doit être titulaire. Et Diallo est une solution crédible de remplacement. Bon, ça, c'est mon avis. Ouais. Lionel, lui, est entre deux. Sur certains matchs, il voit Diallo, sur certains d'autres, Bernat. Comme j'ai dit, moi, ça dépend de l'équipe qu'on va affronter en face et des offensifs qu'on va passer. C'est-à-dire que, enfin, après, on pourra en parler après, mais c'est en fonction de si on veut jouer avec quatre fantastiques ou si on veut jouer qu'avec trois. Et en fonction des choix qu'on fera, je pense qu'il faut peut-être sécuriser un peu plus. Et, et en fonction de. Voilà, voilà. Si tu places Di Maria, Neymar, Mbappé, Icardi, et qu'en plus de ça, tu te retrouves avec Meunier, Bernat, je pense que là, tu vas au suicide, en fait. Donc, voilà. On verra. On va passer aux centraux. Donc, Kipembe qui a fait tout le match et Silva militant, Marquinhos l'autre. Votre avis sur le match des centraux au Qatar? Thiago Silva, il a pas eu grand-chose à faire. Ce qu'il a fait, il l'a fait bien. Après, il est sorti, je pense, pour éviter tout risque de blessure. Après, il y a Marquinhos qui est rentré. Marquinhos, bah, on le sentait un peu en manque de repères et il fait une grosse bourde sur le but. Bon, Et il a, après, il est pas seul, mais il fait une grosse bourde. et il a coûté 2 buts avec la sélection aussi au poste de défense, comme s'il perdait, ouais, comme tu dis, ses repères à ce poste. Ouais, après, c'est normal, hein. Je pense qu'il perd ses repères. Et Kimpembe, sinon, pas grand-chose à dire. Ouais, Kipembe, il a fait un match plutôt correct. Il a été sollicité. Bon, il est pas tout, il est pas exemple de tout reproche sur le but, mais bon, je pense qu'il a beaucoup été sollicité. Et, ouais, allez, on va dire un match assez Lionel, correct. Bah, je pense que non, je suis d'accord avec Kata. Je trouve que Silva, cette année, je le trouve serein. Je sais pas, j'ai l'impression que cette victoire avec le Brésil dans une compétition qui tient à cœur à tous les Sud-Américains l'a vraiment déchargé d'un poids et même aussi peut-être ce fait d'être en fin de contrat et de se dire, ben, de toute façon, c'est soit le Paris Saint-Germain, soit un autre club. J'ai l'impression, je trouve un Thiago Silva beaucoup plus. Je sais pas, je trouve qu'il dégage quelque chose de totalement différent, hein. Donc après, il faudra voir la durée et lorsque le mois de février-mars va arriver. Mais je trouve qu'on a Thiago Silva. Enfin, je trouve vraiment cette année, je trouve que c'est un nouveau Thiago Silva. Et j'attends confirmation, mais si c'est comme ça jusqu'à la fin de la saison, je pense qu'on peut espérer de belles choses. c'est vrai que sur cette situation à Nice, notamment, on voit Silva faire des choses que je ne voyais pas avant. Par exemple, monter avec le ballon, prendre l'espace et demander aux joueurs une solution. On l'a vu à un moment monter et bouger des bras. J'ai pas de solution. Monter, monter. Et du coup, il montait avec la balle en attendant. Et ça, on le voyait peu avant. Donc oui, j'ai cette impression aussi qu'il prend plus ses responsabilités. Alors, comme tu le dis, on verra en février-mars. Mais pour moi, c'est son meilleur début de saison depuis peut-être depuis qu'il est au PSG, ou au moins depuis l'époque Pirlo. Mais je pense que c'est un ensemble de choses. On le voit avec Verratti aussi. Alors, il réussit pas tout, mais on sent que Verratti, on le voit physiquement, je trouve qu'il est fit. J'ai l'impression que toute l'équipe, en général, que ce soit Marquinhos, même Kimpembe, qui a fait des efforts, quoi que ce soit,
ce qu'ils ont vécu l'an dernier, je pense que ça a été vraiment pire que pour eux, hein, je parle dans l'état d'esprit, pire que ce qu'ils ont vécu peut-être avec le Barça ou quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que ça a permis à toute cette équipe de prendre conscience qu'ils doivent changer quelque chose. Et tout le monde prend ses responsabilités. Et ça permet en fait à chacun d'avoir d'avoir sa place et un rôle à titrer dans le groupe. Et non pas un leader et des suiveurs. Là, j'ai l'impression que tout le monde met sa pierre à l'édifice. Et après, comme je dis, hein, il n'y a que le résultat qui validera tout ça. Mais c'est le ressenti que j'ai. Je trouve, quand je vois tous les joueurs, même par exemple, pour un exemple Paribes, je trouve que Paribes est beaucoup plus investi sur le terrain. Alors, c'est les 2-3 derniers matchs. Mais je sens que tout le monde fait un peu plus pour aller chercher quelque chose. Ok, bon, on va passer justement, tu parles de Paredes, on va passer au milieu. Donc c'était un milieu inédit et assez intéressant. On a vu Paredes, c'est rare de le voir aligné avec deux purs relayeurs devant lui. On avait Herrera en 8 et Sarabia en 8-10, donc lui qui était en vrai regista. Donc je vais vous demander est-ce que c'est pas là sa meilleure configuration pour lui, et puis je vais vous demander si vous avez trouvé Sarabia intéressant à ce poste de relayeur. Moi je vous avoue que c'est le poste que j'ai préféré de lui quand il jouait à Séville. Lionel. Moi, j'ai trouvé très très bon contre Nice, surtout en première mi-temps. Euh, j'ai aimé le milieu de terrain. Euh, Après, comme je dis, c'était compliqué parce qu'en première mi-temps, Nice c'était vraiment à la rue, donc c'est compliqué de vraiment voir si ça valait quelque chose. Mais j'ai vraiment aimé le milieu de terrain. Je trouvais que techniquement c'était propre. J'ai apprécié ce que j'ai vu. Les trois m'ont plu, en tout cas en première mi-temps. Un peu plus ouais, collectivement et individuellement. Kata, ton avis sur ce milieu, ces trois? Ouais, c'était pas mal. Il y avait du mieux au niveau de Paredes. Sarabia, il a fait une super première mi-temps où il était très disponible, il courait beaucoup. Et je te rejoins sur le fait que bah, Paredes, quand il y a du mouvement autour de lui, des courses aussi bien offensives que défensives, bah, ça va toujours l'aider en fait parce que lui, il court pas beaucoup. Mais, euh, mais oui, Mais oui, il a été très bon. Après, je pense que s'il corrige un peu la mire sur certaines frappes, je pense qu'il pourrait aussi se mettre en confiance de ce point de vue-là. Parce que là, il n'arrive pas à faire mouche sur ses frappes lointaines. Mais c'est déjà bien qu'il en tente. Et puis, ouais, Herrera, un peu travailleur de l'ombre. Non, c'était pas mal. Après, Sarabia s'est un peu essoufflé en deuxième mi-temps. Mais il est repassé devant d'ailleurs en seconde. Hum. Mais après, pour revenir à Paredes, je le trouve beaucoup plus mobile. Je vois bien, enfin, je pense que c'est difficile à trouver, mais je suis persuadé qu'au niveau des courses à haute intensité, au niveau du nombre de kilomètres, je suis persuadé il en a fait beaucoup plus sur les 2 derniers matchs que dans tous les autres matchs qu'il a joué au Paris Saint-Germain. Donc, je trouve que lui aussi, il augmente un peu son intensité qu'il met dans ce qu'il fait. C'est ce qui me dérangeait chez lui, c'était ça, c'est ce côté, on avait l'impression qu'il était là sous le terrain, qu'il faisait son décrassage, c'était fatigant, quoi. Moi, j'irais un peu plus loin. J'ai l'impression qu'il a plus couru sur ces deux derniers matchs que dans toute sa vie, quoi. Ouais, Non, mais bon, en sélection, il a fait quelques matchs corrects. Et on se moque un peu. À Rome, je le trouvais bon, personnellement. Non, mais on se moque un peu de Paredes. Oui, on a le droit. On Euh, profite pendant qu'il est là encore. on va passer aux attaquants. Donc, Choupeau, on va vous demander s'il y a ce poste d'ailier gauche qui est son vrai poste, est-ce qu'il a été plus intéressant que d'habitude. Puis, on va évidemment parler ensuite de Icardi qui confirme, Di Maria qui a été virevoltant sur tous les buts, et de l'entrée d'Mbappé, tonitruante aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout cela, Kata? Ouais, Choupeau, très bon dans ce rôle-là. Il a été juste techniquement. Alors, c'est un peu drôle parce que hier, c'était tout le contraire. Oui, on en Mais reparlera. sur ce match-là, il a été très juste. Euh, il a su être un relais. Il a su aussi participer dans les phases de coups de pied arrêtés, être présent dans la surface. Donc c'est un peu tout ce qu'on lui demande et il a fait tout ce qu'on attendait de lui, quoi. Donc c'est très bien. Icardi, il prend un peu plus de volume physique. Il court un peu plus, il trouve ses marques et bah, il fait de très bons matchs en ce moment. Alors c'est pas le meilleur Icardi encore, parce que je pense qu'il est capable de plus.
Mais bon, il commence à trouver ses marques. Et Di Maria, bah là, on monte crescendo. Et là, Di Maria, c'est une masterclass qu'il a fait en première mi-temps. C'est vraiment exceptionnel. Enfin, c'était une mi-temps parfaite pour lui. Même en seconde, hein, sur les buts, il est soit à l'avant-dernière passe, soit Ouais, il est dans tous les ouais, buts. c'est Bah, très comme juste. hier d'ailleurs, hein, il est dans Mm. tous les buts. Et il y a des stats qui montrent sans Neymar où il est beaucoup plus décisif? Est-ce il prend ce rôle de Neymar, d'organisateur quand Neymar n'est pas là, tu penses? Mais même quand Neymar est là, on a fait on a fait des matchs cette saison avec Neymar et Di Maria, et c'est Di Maria qui a été plus. Le ballon est passé beaucoup plus par Di Maria que par Neymar. Donc moi j'ai l'impression qu'il prend un peu le dessus déjà par rapport à Neymar cette saison. Alors Neymar est pas dans la forme de sa vie, mais Je crois que Neymar touchait quand même plus de ballons que Di Maria, hein, quand les deux jouaient. ouais, mais je crois qu'il y a un match là où c'est Di Maria qui a touché plus. Je me souviens plus duquel. Mais, euh, mais il y avait un match où tout passait par lui, je sais plus si c'est Strasbourg ou si c'est Bordeaux, ou si je sais plus. Peut-être. C'était Bordeaux, ouais, notamment en première mi-temps. Ouais, Bordeaux, bah tu vois, quand c'était Bordeaux, t'as l'impression que c'est Di Maria qui était le patron, quoi. Après, c'est vrai que tous les buts que met Di Maria, je crois qu'ils sont je crois qu'ils sont tous sans Neymar, il me semble. Mais contre Bordeaux, Neymar, il jouait pas 9,5. Si. Ouais, donc c'était pour ça aussi. Il avait vraiment un rôle un peu différent que d'habitude. Il fallait qu'il reste un peu plus haut. Et donc c'est Di Maria qui décrochait un peu plus, quoi. Ouais. Et donc, l'entrée d'Mbappé, Kata, pour finir. Euh, Ça fait un peu écho à ce qui s'est passé hier et à ses déclarations aussi, hein. Bah en fait, il veut montrer qu'il est là et bah on peut pas se passer de lui, mais c'est tout à fait ça en fait. On peut pas être plus vrai que sa déclaration en fait, parce que on se dit bon bah on a est-ce que Neymar et Mbappé seraient pas indispensables, et là il arrive et il met une claque à tout le monde et il dit bah je suis là les gars, et il faudra compter sur moi. Donc après à lui de bon, je pense que son statut va faire en sorte qu'il soit pas un joker de luxe, mais dans cette utilisation de joker, il est franchement très efficace. Ok. Lionel, toi, ton avis du coup sur les attaquants? Est-ce que tu partages le point de vue de Kata? Oui, oui, après, je dois revenir sur Di Maria, où j'ai vu pas mal de personnes regretter le fait qu'il ne fasse pas peut-être beaucoup plus de passes à Icardi, ou qu'il ait peut-être oublié une ou deux fois Icardi. Enfin, j'essaie de revoir un peu les occasions de Di Maria pendant ce match. Alors, il y a des fois où il aurait pu faire la passe à Icardi, mais toutes les fois où les appels d'Icardi n'ont pas été servis, les choix qu'il a fait après, derrière, étaient aussi judicieux. Je me souviens d'une action où Icardi fait un super appel, il ne lui donne pas le ballon et que ça permet d'ouvrir une zone pour Sarabia qui ensuite frappe au-dessus. Une autre fois où il se retrouve, lui, dans une position qu'il aime beaucoup pour enrouler pied gauche et autres. Donc j'ai vu ce débat un peu partout dans les réseaux sociaux. Moi, ça m'a pas choqué en direct. J'ai pas vu des choix où Di Maria refuse de lâcher le ballon à Icardi pour faire un mauvais choix derrière. Donc, Alors, je te filerai un lien, c'est sur Twitter, c'est quelqu'un qui a fait un montage des matchs Icardi-Di Maria. C'était avant le match d'hier contre Bruges, parce que d'ailleurs Di Maria sert Icardi sur le premier but magnifiquement. ouais. Alors, il y a des fois, effectivement, où il ne lui fait pas la passe et c'est pas choquant, mais il y a quelques actions dans l'eau où il y a clairement la solution Icardi et il revient en arrière. Hmm. Je t'enverrai le lien, c'est assez intéressant. D'accord, je veux bien voir. En tout cas, Euh, contre Nice, ça m'a en pas, tout cas, c'est pas un boycott volontaire comme certains ont pu. contre Nice, contre Nice, ça m'a pas choqué outre mesure, en tout cas. Non, c'était plus contre Galatasaray que ça m'avait un peu plus marqué, moi. D'accord. Euh, Après, Galatasaray, comme je te dis, j'avais vu. De toute façon, Icardi, c'est quelqu'un comme Cavani qui va toucher 15-20 ballons par match. Donc, dans ces cas-là, il est oublié par tout le monde, j'ai envie de dire. C'est aussi son profil qui veut ça. Ouais. Après, ce qui est fort avec Icardi, ouais, c'est qu'il touche 16 ballons, mais tu as l'impression qu'il les bonifie tous, notamment sa passe pour Ouais, Di Maria, qui est Maria, extraordinaire. c'est exceptionnel. Ouais. C'est Ouais. exceptionnel. Ouais, son ouverture petit pont. Non, c'est assez intéressant. On reviendra tout à l'heure aussi sur les déclats d'Mbappé parce qu'elles ont fait un peu débat. Bon, on en reparlera. Bon, on va passer au match d'hier du coup, contre Bruges. Victoire 5-0, doublé d'Icardi, triplé
d'Mbappé. Là aussi, c'est un match qui est un peu paradoxal, qui est un peu difficile à analyser parce qu'on voit un Paris pendant 60 minutes qui est un peu à côté de la plaque, que ce soit tactiquement et même techniquement, avec beaucoup de déchets. Mais à l'arrivée, il y a 5-0. Donc, comment vous analysez ça, Kata? J'analyse ça bah, juste en disant que l'équipe de Bruges, c'était une très bonne équipe. Enfin, c'était une équipe qui avait un plan de jeu clair, qui techniquement était très à l'aise, qui avait pas peur d'assumer ses ambitions. Et non, c'est une bonne équipe en fait, mais ils ont joué un match de Ligue des Champions de bon niveau. Après, bah nous, on marque assez vite avec une belle ouverture de Thiago Silva sur Di Maria, et Di Maria qui trouve Icardi qui sanctionne immédiatement. Après, nous, on n'avait aucune raison de trop aller les chercher parce que c'était une équipe qui faisait bien tourner le ballon, donc on a attendu. Après, c'est vrai que techniquement, nous, on a été un peu juste. On voit un peu la limite de Marquinhos, j'ai trouvé, parce il savait pas trop où se placer parfois, et parfois il se débarrassait un peu vite du ballon. Donc là, Marquinhos, on voit un peu ces limites-là. Verratti a pas fait un super match techniquement. On attendait que ça soit un peu lui qui soit meilleur que les autres. Là, il était un peu en dessous des autres. Euh, Ouais, non, bah non, une bonne équipe de Bruges et nous, on a fait le match qu'il fallait. Et après, l'entrée de Mbappé à la 50e, il lui faut 10 minutes pour marquer son premier but, où c'est lui qui est à l'origine du but. Et après, on déroule avec Mbappé en fer de lance. Et voilà. Mais on a fait un match sérieux de Ligue des Champions. Moi, je pense qu'il faut pas s'attendre à chaque fois avoir du beau jeu. Là, l'objectif, c'était de gagner. On l'a fait avec la manière. T'es un Enfin, pur, la manière au niveau un pur du résultat final. de toute façon, mon petit Kata. Hmm. T'es un pur pragmatique, comme d'habitude. Bah, non, mais c'est la Ligue des Champions. On n'est pas là pour plaisanter. Je veux dire, si eux, ils veulent jouer, tant mieux, mais ils se sont fait punir. Ouais. Et Basto aussi, pour finir, je sais que là, j'ai pris du temps, mais Non, non. alors, eux, c'est vrai ils ont fait tourner la balle, mais au final, ils ont pas fait beaucoup de tirs. Je crois il y a combien? Il y a un tir. Un tir, il y a un but refusé et il y a, je crois, un seul tir cadré ou même pas. Je crois Non, on a concédé une seule frappe cadrée en 3 matchs de Ligue des Champions, c'était à Galatasaray, ouais. ouais, mais là, la seule occasion qu'ils ont, c'est quand Navas dégage et il y a le milieu relayeur qui contre, mais Mais voilà, après, c'est assez stérile ce qu'ils ont fait. bah après c'est leur niveau technique. C'est vrai que dans le dernier, ils amenaient bien, leur plan était bien, mais le niveau technique dans le dernier geste était pas assez haut niveau pour nous faire mal. Ouais. Moi, Voilà. ce match m'a un peu fait penser au 4-0 contre Lyon l'année dernière au Parc, où on a vu pareil, Paris en grande difficulté pendant toute une mi-temps, et puis Mbappé qui a mis son quadruplé en 10 minutes. 5-0 ne nous retire pas un but. Pardon? 5-0 ne nous retire pas un but, s'il te plaît. Non, j'ai pas dit. Bah non, je parlais par rapport à Lyon, c'était 5-0 aussi? Ouais, c'était 5, on met 5. Une belle manita. Voilà, bah, comme hier, du coup, tu vois, ça ressemble encore plus. Toi, Lionel, qu'est-ce que tu as pensé de nos difficultés, moi, notamment à pas trouver de solution entre les lignes? On a l'impression que c'était un peu statique derrière la balle et que personne ne proposait derrière les lignes. Je sais pas si tu as eu cette impression. Ouais, oui, c'est exactement ça. Mais après, ça, j'en ai déjà parlé avec toi, et je répète assez souvent, je trouve que le milieu à 3 du Paris Saint-Germain, surtout avec le profil que l'on a, est vraiment très très intéressant lorsqu'on a Neymar. Pour moi, c'est le seul joueur qui a ce volume de jeu et qui est surtout bon dans 2 tiers du terrain, c'est-à-dire entre la zone du milieu de terrain et puis le dernier tiers. Di Maria, je le trouve très très fort dans le dernier tiers, mais je le trouve moins intéressant lorsqu'il doit décrocher aussi bas pour venir récupérer les ballons. Et on a pu le voir hier où c'était surtout lui qui était recherché dans la profondeur. Et étant donné qu'on n'arrivait pas à sortir, ben on ne le trouvait Ouais. pas. Oui, c'est le problème d'avoir aussi Choupeau qui n'a pas Oui, les qualités pour décrocher. Di Maria, du coup, était le seul attaquant de profondeur et ne pouvait pas revenir aider entre les lignes. Ouais. tout à fait. Et, et donc, on l'a très bien vu, c'est que, comme il s'appelle, Verratti, n'avait aucun joueur sur lequel s'appuyer. Donc, on a retrouvé un Verratti qui multipliait les touches de balle. Et là, il était agressé en termes de pressing et il avait du mal à s'en sortir. Et dans le jeu, jusqu'à l'entrée d'Mbappé, c'était vraiment insipide.
Et, c'était un match très, très, très moyen. Mais ce que j'ai aimé malgré tout dans cette période, c'est qu'on n'a pas concédé d'occasion. C'est-à-dire que ça s'est vraiment joué au milieu de terrain et on va dire aux abords de la surface de réparation du Paris Saint-Germain. Mais à aucun moment, je n'ai senti que on allait en prendre un parce que j'ai trouvé qu'on était quand même assez solide derrière. Et c'est une chose qu'il faut quand même relever, c'est que les saisons précédentes, dès que Paris était sous pression comme ça pendant 10-15 minutes, à un moment, ça lâchait. Et là, on a réussi à tenir jusqu'au moment où Mbappé est rentré. Et là, il a fait ce travail de décrocher. On a réussi à le retrouver facilement entre les lignes. Et là, l'équipe de Bruges a explosé en vol. Donc c'est pour ça que moi, je reste persuadé que le milieu de terrain à 3 n'est possible que quand on a ce joueur qui est capable de décrocher et d'amener le ballon rapidement devant. Mais est-ce que c'était pas Herrera, Bernat et Meunier aussi d'aller proposer justement devant et eux aussi sont restés derrière la balle? Bah, la question, c'est. On a vu sur les côtés de Bruges, ils avaient quand même des joueurs assez rapides. La question à se poser, c'est est-ce que. Quand on voyait la position de Di Maria et Choupo qui sont restés quand même assez hauts et qui ne décrochaient pas, est-ce qu'on n'avait pas peur de se retrouver à chaque fois nos latéraux en 2 contre 1 ou être pris dans le dos? Parce que c'est aussi un des problèmes du 4-3-3, c'est que soit les deux milieux de terrain à côté de la sentinelle sont obligés d'aller couvrir les latéraux quand ils montent. Je suis pas sûr que Verratti et Herrera, Herrera oui, mais Verratti, je suis pas sûr que ce soit sa qualité première. Et dans ce cas-là, ça demande aux 2 joueurs de côté aussi de venir aider les latéraux. Et tu ne peux plus les trouver dans la profondeur comme c'était peut-être le plan initial. Donc, Faut trouver dans la profondeur hier, en l'occurrence. Hum On les a pas trop trouvés dans la profondeur. Oui, c'est sûr. Mais oui, Meunier et Bernat auraient pu le faire, mais je pense qu'on a pu le voir après. Meunier, je me demande est-ce que physiquement il était à 100% parce qu'il a fait aussi un match très 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 mauvais, contrairement à Nice. Oui. Oui. Parce qu'il y a peut-être aussi l'aspect émotionnel de retourner à Bruges qui a causé tout ça. Mais non, la première mi-temps était assez difficile, surtout dans le milieu de terrain. Mais après, j'ai vraiment apprécié le fait qu'on arrive à garder une certaine forme de solidité et toujours cette sérénité qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire que souvent, quand on était mis sous pression comme ça, on sentait qu'il y avait un moment de panique, que tout le monde commençait à s'agacer, que les gestes étaient un peu moins précis. Là, même, par exemple, Thiago Silva, hier, il était encore en mode patron. Et même Kimpembe, qui des fois a tendance à faire un peu n'importe quoi, j'ai trouvé assez bon défensivement hier aussi. Ouais, moi, c'est vraiment Herrera dont j'ai pas compris le rôle hier. J'ai trouvé vraiment beaucoup trop bas, justement, qui s'alignait. On avait Marquis, Verratti et Herrera sur la même ligne quasiment. Ouais. Et du coup, c'était compliqué de trouver les espaces. Kata, toi, sur le positionnement d'Herrera, est-ce que ça t'a choqué? Tu penses que c'était des consignes ou... Je vais me faire une remarque et une objection à ce qu'a dit Lionel par rapport au milieu à 3 qu'on a. Parce que Lionel dit que sans Neymar, ce milieu à 3 en fait n'arrive pas à fonctionner. Alors, juste une petite objection, contre le Real, on n'avait pas Neymar et ce milieu à 3 a fonctionné. Alors, il n'y a pas que le fait que on ait des milieux entre guillemets défensifs, c'est que là, en fait, contre le Real, on avait Gay qui pouvait débloquer certaines situations par des récupérations hautes. Et là, on n'avait pas l'équivalent parce que Herrera était un ton en dessous au niveau du volume de course. Et ça, c'est aussi une possibilité pour faire fonctionner ce milieu-là. C'est pas obligatoirement. Après, le Real est plus sans presser. Bon, toi, t'as pas vu le match, Lionel, il me semble, contre le Real, mais on avait vu un Real qui a absolument pas pressé. C'était beaucoup plus simple pour les joueurs de respecter leur position. Mais au-delà de ça, il me semble qu'il y avait Sarabia aussi sur le Il y terrain. avait Sarabia, ouais, il n'y avait pas Choupo, il y avait Sarabia. Ouais. Et Sarabia, lui, Ouais. c'est pour ça que moi je dis que hier, quand j'ai vu l'équipe, moi au début je disais que j'aurais préféré avoir Sarabia à la place d'Herrera. C'est-à-dire que pour moi, quand on n'a pas Neymar, il faut ce joueur qui est capable de jouer 8-10. Contre le Real, alors j'ai pas vu le match, je ne l'ai pas revu non plus, mais je suppose que Sarabia faisait peut-être ce travail de décrochage et se retrouvait peut-être un peu plus bas. Quand Gay venait presser haut, et Sarabia venait se recentrer au milieu pour faire la transition.
Si je peux me permettre, Sarabia contre le Real, il fait un match dégueulasse, quoi. Il fait, Avec l'utilisation du ballon. un match dégueulasse dans l'utilisation du ballon, mais il est placé pour faire le relais. Alors qu'hier, on n'a aucun joueur Euh, placé pour faire le relais. ouais. Moi, je le trouve plus placé pour couvrir sur le côté, hein. Moi, je pense que c'est. Après, j'ai pas vu le match, donc Non, enfin, je veux pas. moi, Sarabia contre le Real, la seule chose qu'il a fait, c'était. Il a à peu près tout raté. La seule chose qu'il a fait, c'est de bien défendre et de couvrir. Après, c'est possible que vous soyez pas d'accord, hein, mais moi, dans le souvenir que j'ai, c'est à peu près ça. J'ai du mal à analyser le fait quel système contre le Real, parce que le Real était vraiment venu dans un rythme d'une intensité Europa League et pas Ligue des Champions. Ils sont marchant sans courir, donc c'est un peu compliqué à analyser derrière la force d'un système, tu vois. Après, moi, ce que j'ai trouvé, enfin, le manque là contre Bruges, c'est qu'on n'avait pas un mec qui un peu à la Gay qui venait croquer le ballon, croquer des chevilles et récupérer les ballons. C'est le faire et rester très bas, c'est ça que je te parlais au départ. Pardon? Je disais, Herrera est censé pouvoir le faire, il est capable, mais hier, il n'a pas du tout fait. Quoi. Je l'ai trouvé assez neutre, Herrera, mais comme d'habitude, hein, Herrera assez neutre. Bon. Et après, Marquinhos aussi, je l'ai trouvé. On a vu ses limites hier. Moi, c'est vrai que Verratti, parfois, il manquait d'un relais ou d'un point d'appui. Et ça, Marquinhos n'a pas trop su le faire. Et environ à la 30e, il balance des ballons un peu n'importe comment. Ouais, bah, je trouve pas trop dans le coup Marquinhos en ce moment. Depuis ses matchs en sélection et son retour. Ouais. Hier, je le trouve pas trop dans le coup, mais bon. Après, c'est que 2-3 matchs. Est-ce que, après avoir vu cette phase aller, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on est dans un groupe plutôt faible, Lionel? Bah après, c'est le format de la Ligue des Champions actuelle qui vaut ça. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'arranger un peu les choses pour que dans la poule, dans les poules 1 A et B, qui est quand même deux équipes pour augmenter le niveau des poules. On le voit bien quand on voit City hier qui en met comme 5 ou je sais pas combien à l'Atalanta ou d'autres matchs. Voilà, aujourd'hui on est dans un football où de septembre à décembre, on regarde parce qu'on aime le foot, mais on ne s'attend pas à vivre des matchs de folie. Le football aujourd'hui est devenu intéressant sur une période courte, c'est-à-dire de février jusqu'à mai. Donc, enfin, on en avait déjà débattu. Aujourd'hui, le format du foot actuel fait qu'on a sur une saison 60% de matchs qui, même un peu plus, qui ont de moins en moins d'intérêt. Ouais. Après, ouais, moi je suis pas trop d'accord avec ça. Alors c'est vrai qu'on n'est pas tombé dans un groupe de la mort avec trois adversaires solides, enfin deux adversaires solides comme l'année dernière. Après moi je trouve que ce que montre Bruges c'est vraiment super intéressant. Enfin, c'est une super équipe à voir jouer, je trouve. Et Galatasaray aussi nous a posé des problèmes dans l'envie et tout. Je pense que c'est pas un groupe simple. La seule chose qu'on puisse regretter, c'est que le Real soit pas au rendez-vous pour le spectacle, mais le match d'hier, moi je l'ai trouvé, enfin de la part de Bruges, moi j'ai trouvé que c'était un adversaire très valeureux qui développait un beau football. Enfin, c'est le quatrième supposé de la poule et ils tiennent tête au Real. Nous, ils ont fait un super match contre nous. Donc moi je trouve que la poule est à un assez bon niveau. Il y a que le Real qui dénote un peu, mais voilà. Mais c'est une poule qui est pas si facile que ça. Ok, vous avez commencé à en parler de notre assise défensive. Donc, est-ce que c'est une assise défensive qui se confirme? Je rappelle, une seule frappe cadrée concédée en 3 matchs de Ligue des Champions. Est-ce que c'est là le vrai axe d'amélioration cette saison, Lionel? Moi, le vrai axe d'amélioration, c'est cette envie de souffrir ensemble, cette envie d'aller chercher quelque chose ensemble. C'est-à-dire que je trouve que les joueurs acceptent aujourd'hui de faire les efforts euh, pour les autres. Et non pas chacun se cantonne à faire ce qu'il fait et puis si l'autre a une petite défaillance, bah, c'est pas mon problème. Et c'est ce que j'apprécie cette année. Enfin, après, bien sûr, avec le Paris Saint-Germain, c'est toujours être dans la durée. Pour l'instant, ça se passe bien. Après, on verra si ça va tenir comme ça. Mais si on garde cette mentalité, qu'on continue à
à accepter de souffrir comme ça, et puis que devant, on a quand même une attaque de feu. Je pense que ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que défensivement, on est beaucoup plus solide. Et je pense que l'arrivée de Navas n'est pas non plus étrangère à tout ça. C'est-à-dire que forcément, quand dans ton dos, tu as quelqu'un qui te donne un peu plus de confiance, tu sens que tout le bloc défensif est un peu plus serein. Et même si on ne peut pas encore vraiment parler de l'effet Navas, parce que depuis le début de la saison, malheureusement pour lui, il n'a pas beaucoup de choses à faire. Heureusement, j'ai envie de dire. Oui, mais souvent, par exemple, je prends le match contre Nice, il me semble que Nice marque sur sa première frappe cadrée. Alors, il peut rien faire sous le but, mais Il sort même très vite sur le. oui, oui, il sort très très vite, mais c'est quand même la première frappe cadrée de Nice. Et donc, tu te rends compte que. Elle touche la barre, elle rentre, je crois que personne ne peut l'arrêter. Ouais, ouais, non, non, mais c'est pas pour lui faire un reproche, hein, je lui reproche rien du tout, mais ça prouve à quel point le poste de gardien de but au Paris Saint-Germain est compliqué. C'est-à-dire que c'est un poste où tu as très très peu d'occasions et souvent, ben, statistiquement, tu vas te retrouver avec des statistiques qui sont en berne parce que ben, tu vas prendre un but exceptionnel ou quoi que ce soit. Mais je trouve qu'il apporte une certaine sérénité à sa défense. C'est-à-dire que je trouve que nos défenseurs sont beaucoup plus sereins depuis qu'il est là. Donc je pense que c'est pas un hasard. Mais oui, j'aime l'état d'esprit que le Paris Saint-Germain a depuis le début de la saison. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à analyser. Et on en parlera peut-être un peu plus tard. Kata, toi, cet assise défensif, est-ce que tu trouves que c'est le meilleur point d'amélioration ou tu partages comme Lionel? Moi, cette décision défensive, j'explique par le fait qu'on repasse en fait par le milieu à 3. Et en fait, ça rééquilibre un peu tout le 11. Et on est moins dans cet aspect kamikaze qu'on avait l'année dernière en 4-4-2 à plat, on va dire. Et là, on est beaucoup plus dans une organisation rationnelle et cohérente. Et comme l'a dit Lionel, on a l'addition de Navas qui rassure Thiago Silva. Et voilà. Donc en fait, la défense, elle est rassurée à la fois par le milieu et à la fois par le gardien. Et on voit des défenseurs qui sont beaucoup mieux dans leur bottes. Ok. Sinon, on a eu encore deux blessés hier. Donc Herrera, a priori, c'est pas très grave. Et Meunier, c'est un peu plus grave. On ne sait pas encore la durée d'absence, mais c'est deux nouvelles blessures encore. Est-ce que c'est préjudiciable? Qu'est-ce qu'il faut faire pour envoyer ça juste à des postes où on a un peu des manques en ce moment, notamment un poste d'arrière droit, même si Dagbar vient. Lionel, désabusé ou pas? Bah, c'est compliqué de comprendre parce on a mis ça pendant trop longtemps sur le dos du staff médical, on l'a changé, on se rend compte que les choses n'ont pas vraiment changé. Là, j'ai même entendu un moment que c'était à cause de Calderwood, préparateur physique. Donc oui, il y a un souci au Paris Saint-Germain, il faut trouver la solution. Moi, je pense que la préparation physique a été très intense, mais enfin, c'est pour une analyse globale, mais je pense que cette année, Tuchel s'est rendu compte, et on en avait parlé après le match de Reims, qu'il a beaucoup de jokers. Et donc j'ai l'impression qu'ils ont fait une préparation physique très 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 intense, quitte à subir peut-être un contre-coup en début de saison, mais avec l'ambition d'arriver en février-mars à 100%, en sachant qu'on est dans un championnat où on n'aura pas un second qui va dépasser les 75 points. Donc ça nous permet de pouvoir certes, peut-être passer un début de saison un peu plus compliqué, avec des blessures ou quoi que ce soit, mais d'arriver peut-être au moment fatidique avec ce surplus physique que n'auront pas nos concurrents directs sur la scène européenne, qui aujourd'hui est la seule et unique, enfin, le seul leitmotiv du Paris Saint-Germain. En France, on n'a plus vraiment grand-chose à prouver, quoi. Ouais. Et Kata, tu partages la même analyse? Après, moi, je comprends pas trop pourquoi on incrimine le staff médical. Alors oui, il y a pu avoir des erreurs sur des blessures qui avaient mal cicatrisé, mais là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. On est dans le cas de figure où la préparation a mal été encaissée par les joueurs, et du coup, il y a des blessures musculaires qui résultent de ça. Donc moi, je l'explique par la mauvaise préparation. On fait des préparations un peu bidons où on envoie les joueurs en Chine pour faire la pub, bon bah on le paye au bout d'un mois. Je pense que la préparation n'a pas été très sérieuse.
Alors, c'est pas de la faute du staff, hein, c'est notre politique de communication, je pense. Et voilà, et on paye un peu ça, mais bon, je pense que ça va se lisser au fur et à mesure des semaines. Je pense on va récupérer nos joueurs petit à petit. On va rentrer dans une rotation qui sera un peu plus cohérente et moins dictée par les blessures. Et je pense que ça va se rééquilibrer. Enfin, j'espère en fait. Parce que là, ça fait un peu effet boule de neige et en fait, on a l'impression que le fait qu'il y ait des blessures, bah, on a des problèmes de gestion au niveau de la rotation. Ça entraîne d'autres blessures et c'est un peu un cercle vicieux. Et Ouais. comme on a aussi la pression des résultats, bah, c'est pas si facile à gérer tout ça. Ouais. Bah, on verra. On espère qu'ils seront là pour les moments clés en février-mars. Ah, Oui, ah, pardon, Lionel. au niveau de la communication, c'est tous les grands clubs européens qui le Oui, bah oui, suivent, on va dire. ça ou autre. Donc, après, faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une équipe qui est capable de lutter avec les meilleurs clubs européens? Donc, il faut accepter que ça ne donne plus la possibilité de faire des préparations physiques de manière aussi optimale ou dire ben non, nous on veut travailler comme tout le monde et après il faut aussi accepter que le Paris Saint-Germain ne puisse pas financièrement être totalement indépendant et se battre sur le terrain des autres équipes, quoi. Donc c'est un équilibre qui est compliqué à trouver et je trouve que c'est difficile de critiquer le Paris Saint-Germain sur cela alors que tous les clubs en Europe font la même chose. Ok. Ouais, mais Vas-y. juste pour revenir sur ça, enfin, ce qui m'énerve un peu quand je dis ça, Lionel, c'est que là, on a encore prévu un stage au Qatar et je pense qu'on n'a pas Et ça, besoin de ça. c'est marketing, obligation. Ouais, là, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Ouais, mais tu es obligé aussi, hein, le foot maintenant est un business, donc tu es obligé aussi de faire tout le côté marketing, Ouais, malheureusement. bah bon. On va On passer, peut pas faire un coup de QTA et se donner des sous. Ça réglerait des problèmes. on va passer aux individualités. On a déjà parlé vite fait du milieu qui n'a pas marché. Il y a aussi eu les latéraux en difficulté, donc on va parler de ces deux domaines qui n'ont pas trop marché. Kata, ton avis sur les cinq joueurs, les trois du milieu et les deux latéraux? Contre Bruges. Ouais. Bah, le milieu, moi j'ai trouvé Marquinhos, Ansa, Verratti pas bon. Verratti techniquement a pas été bon. Ouais. Bon, après il a un peu lutté, il s'est un peu battu comme un diable, mais il a manqué de justesse. Et Marquinhos aussi, je l'ai trouvé, bah, je vais pas me répéter, hein, mais je l'ai trouvé un peu, ouais, il est pas dans son assiette. Et les latéraux, bah, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ont un peu subi le fait qu'on n'avait pas trop une bonne structure au milieu. Après, individuellement, on sait qu'ils ont des difficultés à défendre. Mais bon, au final, j'ai pas trouvé qu'on était très inquiété par Bruges. Enfin, on était dominé, mais pas inquiété. Ok. Lionel, toi, pareil, tu as déjà parlé tout à l'heure de Meunier et du milieu qui t'a pas trop plu. Tu veux rajouter quelque chose? Non, je trouve que de toute façon, quand Mbappé est rentré, ça a rééquilibré complètement les choses. Et puis je veux quand même parler alors, comme je disais, je le critique souvent à raison, et quand il fait de bonnes choses, il faut le dire. J'ai aussi aimé l'entrée de Paredes. Oui. Alors, c'était dans un moment où c'était un peu plus facile, mais ça ne change pas le fait de. J'ai trouvé ses déplacements étaient bons, sa faculté à jouer une touche ou à jouer rapidement vers l'avant ou même à faire des bons choix. Et donc, je tiens quand même à le signaler. Je trouve qu'il y a du mieux chez lui et j'espère qu'il va confirmer. Mais c'est bien, si tout le monde monte son niveau, ça crée une concurrence et ça donne des mots de tête à Tuchel. Et je suis persuadé qu'il est très content d'avoir ces difficultés aujourd'hui quand il doit aligner les noms sur le papier, même si on sait qu'il y en a certains qui sont indéboulonnables et qui le démontrent chaque fois. Mais c'est bien d'avoir tout le monde qui augmente son niveau d'exigence et c'est une bonne chose pour le club. D'accord. On va passer à l'attaque. Encore un grand Di Maria, encore un grand Icardi, encore un grand Mbappé, encore un grand Choupo.
Non, non, là ça marche pas. À votre avis, donc du coup vu les performances qu'enchaînent Di Maria et Icardi, est-ce que ça va pas devenir un casse-tête de choisir entre les deux? Comment mettre les deux ensemble? Lionel, on en a déjà parlé dans les derniers podcasts, mais là ça se confirme, les deux sont en grande forme. Il va falloir trouver quelque chose pour les faire jouer ensemble. Ben, après, on peut très bien les faire jouer ensemble en fonction des équipes dans un 4-4-2. Si c'est pas pour moi la tactique, la meilleure tactique aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain, mais on peut toujours les faire jouer en 4-4-2. Ben après, dans les matchs les plus importants, je pense qu'il faut privilégier avant tout le milieu de terrain, l'équilibre de l'équipe, avec Marquinhos, Verratti, Gueye qui a l'air de bien fonctionner. Il faudra faire un choix. Et, quand tu es en face et que tu sais que sur le banc, tu peux avoir Icardi, Cavani ou Di Maria, Cavani ou quoi que ce soit, c'est que du bonus. Donc après, ce sera à Tuchel de pouvoir gérer tout cela et selon les matchs, en fonction de l'équipe qu'on a en face, tu feras le choix. Il devra faire un choix. Mais je pense que dans les matchs où il faudra aller rapidement vers l'avant et partir en contre, un trio Di Maria, Neymar, Mbappé peut être plus intéressant. Ou dans notre match où on a besoin d'avoir ce joueur qui soit en point d'appui dans une défense solide. Par exemple, contre une équipe comme Liverpool, quand tu as deux défenseurs centraux comme Matip et Van Dijk qui gèrent très très bien la profondeur, ben, peut-être qu'un Icardi sera plus intéressant parce qu'il sera capable de fixer les deux défenseurs et permettra donc à Mbappé ou à Neymar d'avoir un point d'appui pour pouvoir partir en profondeur ou partir en dribble ou quoi que ce soit. Donc, en fonction de l'équipe que tu as en face, la chance d'avoir ces solutions, c'est un grand plus pour Paris Saint-Germain. Donc, c'est bien. Kata, je vais te poser la même question. Par contre, je vais juste devoir m'absenter 3 minutes parce qu'il y a ma colocatrice qui a oublié ses clés, donc je dois aller la chercher en bas. Donc, je vais attendre 3 minutes. Tu vas répondre à cette même question. Toi, Di Maria, Icardi, est-ce que c'est un casse-tête pour Tuchel? Je veux rajouter un petit truc. On a vu Mbappé très à l'aise avec Icardi. Il lui a fait une passe décisive contre Nice et hier contre Bruges. Donc, on a l'impression qu'il y a déjà une relation entre les deux assez intéressante. Lionel, tu pourras rebondir aussi sur cette relation. D'accord. J'arrive dans 3 minutes. Continue. Ok. Donc, ouais, là, les enseignements de ces matchs-là, c'est que Di Maria, il a gagné un statut de joueur clé, ce qui est nouveau par rapport à la saison dernière et aux autres saisons. Et là, on remarque que Neymar et Mbappé, finalement, sont plus aussi indispensables qu'avant, et on a un joueur qui est Di Maria, qui est capable de prendre le leadership de l'équipe, de porter l'équipe. Donc ça, c'est une nouveauté. Après, moi, pour rebondir sur ce que tu avais dit, Lionel, moi, je suis pas convaincu que Mbappé il soit très fait pour ce rôle de neuf. Je pense que c'est un peu de se priver de ses capacités de percussion et ses capacités d'aller vers, enfin, son jeu face au but. Donc moi, je trouve que en fait, il a pas vraiment de qualité à faire valoir en position de neuf. Alors, ça demanderait confirmation. Donc moi, la seule alternative que je verrais au poste de neuf à Icardi, c'est Neymar, mais dans un rôle de faux neuf, avec sur les côtés, par exemple, Mbappé et Di Maria, ou alors Icardi, ou alors on garde Icardi en neuf. Mais dans ce cas-là, il faut choisir entre Neymar, Di Maria et Mbappé. Mais Mbappé, sur les deux derniers matchs, moi je l'ai trouvé vraiment intéressant dans ce rôle de Joker. Mais bon, je pense qu'on devine bien que ça sera pas possible pour lui au niveau de son statut de se contenter d'un rôle de Joker. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, Lionel. Bah, je suis d'accord que Mbappé, c'est pas un vrai neuf, mais quand je pense à une attaque Mbappé, Neymar et Di Maria, ça me rappelle un peu le trio Néné, Pastore, Menez. Où en fait, il n'y en a aucun des trois qui va rester fixe dans l'axe. C'est trois joueurs qui sont extrêmement mobiles, qui vont se déplacer sur tout le fond de l'attaque. Mbappé aime bien aller à gauche, il aime bien partir de l'axe, des fois se retrouver sur le côté droit. Et c'est pareil pour les trois autres. Donc, comme j'ai dit, c'est en fonction de l'équipe que tu as en face de toi. Si tu sais que, par exemple, tu vas te retrouver face à une équipe comme, je sais pas, le Barça,
qui aime avoir la possession de balle et qui a des défenseurs centraux qui ont moins cette capacité à gérer la profondeur et qui ne sont pas non plus ultra rapides, ça peut être intéressant d'avoir les trois devant qui vont constamment peut-être Être en mouvement. Voilà, être en mouvement et ça peut apporter ce plus. Et c'est vrai que si demain tu affrontes une équipe comme Liverpool qui a deux défenseurs centraux qui gèrent très bien la profondeur, qui sont très rapides, très physiques, je pense qu'un Icardi serait beaucoup plus intéressant parce qu'il serait capable, lui, de jouer avec son corps, un peu comme a fait Rashford contre. J'étais assez surpris, est-ce que c'est pas un joueur que je pensais qu'il était capable de faire ça, mais j'étais assez surpris de le voir le faire contre Liverpool ce week-end, où il a vraiment bien réussi à fixer Van Dijk et Matip. Et donc c'est vrai que Icardi, dans ce genre de match, serait beaucoup plus intéressant en position de neuf. Et dans ce cas-là, il faudrait faire un choix entre Icardi et Di Maria. Parce que je pense que Mbappé et Neymar, le prix qu'on a payé et puis la qualité des deux joueurs, on sait pas. Ils joueront de toute façon. Je suis de retour. Ouais. Qui sont indispensables. Donc, non, moi, je reste persuadé qu'il faudra faire un choix. Ça, c'est Enfin, après, en Ligue 1, on a tellement d'avance, on est tellement plus fort que les autres qu'on peut jouer avec les quatre devant, ça ne posera pas de problème. Mais en Ligue des Champions, surtout quand on va arriver au moment fatidique, on va affronter quand même des équipes un peu plus calibrées que ceux qu'on voit en Ligue 1, il faudra faire un choix et voilà. Sinon, après, il y a une autre solution, c'est jouer avec 4 défenseurs centraux derrière, c'est-à-dire Diallo à gauche. Ça tu t'en démords pas, ton Diallo et ton Kerrer en latéraux. Eh ben non, la solution, ce serait même pas Kerrer. Pavard, Hernandez. Non, mais la solution, ce serait même pas Kerrer à droite, mais notre nouveau couteau suisse, je mettrais Marquinhos. Et comme ça permettrait d'avoir un milieu de terrain Verratti Gay. Marquinhos, tu vas pas le pauvre, trimballé. Ah oui, mais aujourd'hui, je le trouve meilleur en dehors de la défense centrale que dans la défense centrale. Et je suis persuadé qu'il peut très bien Aujourd'hui, il a le volume pour jouer sur le côté droit, et ça sécuriserait les choses, et tu peux me mettre à Tuchel de mettre ces 4 devant. Mais je pense que c'est pas la meilleure solution. Pour moi, la meilleure solution, c'est de rester avec un milieu à 3 et d'en sacrifier un, et puis d'avoir une rotation sur Icardi, Di Maria. Et puis, on a déjà supprimé Cavani, mais je pense qu'il a quand même encore un rôle à jouer. Il faut pas enterrer Edinson quand même. Ouais. En tout cas, c'est des choix du riche. Ouais, Bastien, juste pour te résumer ce que j'avais dit en ton absence, c'est en gros, j'avais dit que là, cette série de 2 matchs qu'on est en train de commenter, en fait, l'enseignement, c'est que Di Maria avait gagné un peu son statut d'indéboulonnable, en gros, et que là, en fait, on avait, là, on a 4 joueurs, ou même 5 avec Cavani, 5 options, et du coup, si on considère qu'on conserve le milieu à 3, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, j'avais dit à Lionel que pour moi, Mbappé, en neuf, je trouve qu'il a pas les armes. Pour moi, la seule alternative à Icardi, c'était Neymar en faux neuf. Alors, on pourrait, tu vois, avoir, comme dit Lionel, organisateur, ouais, après. On pourrait avoir, comme dit Lionel, donc les trois, c'est-à-dire Neymar, Di Maria, Mbappé. Mais du coup, dans ce rôle-là, je vois plus Neymar en faux neuf que Mbappé. Okay. Et du coup, si tu fais ça, pour moi, le point faible, c'est qu'en fait, tu te prives de solutions à la réception des centres. Alors, ça dépend de la configuration des matchs, mais si tu alignes ces trois-là, je pense que n'importe quelle équipe va comprendre que il vaut mieux rester en bloc bas pour défendre ça. Et du coup, tu vas te faire un peu piéger. Donc, pour moi, cette configuration-là, elle est plus à faire en fin de match, où là, on a quand même peut-être déjà un résultat qui est favorable et on procède en contre. Et donc, du coup, pour moi, la meilleure utilisation de Mbappé, ça serait en joker. Mais du coup, c'est un paradoxe parce que vu son statut, c'est impossible. C'est impossible. Ouais. Voilà. Donc, c'est un casse-tête pour tout. Après, c'est vrai, comme je dis, on joue à 14 et ça permet, avec les entrées, de faire plusieurs systèmes. De toute façon, ça devient intéressant. D'accord, mais au bout d'un moment, les grands matchs, tout le monde va vouloir les jouer. Oui. Et Mbappé ne sera pas sur le banc on le sait. Mais ouais. Ouais, mais bon. C'est les problèmes du riche. On va passer à l'avant-match de PSG Marseille. Alors, je vais vous poser une question simple. Est-ce que pour vous, c'est toujours un match différent des autres PSG Marseille ou ça a plus vraiment de valeur, Lionel?
Non, ça reste forcément un match différent, de par les chambrages sur les réseaux sociaux, de par le côté province contre capitale. Bon, ça reste un match particulier, ça reste un match à part. Mais c'est vrai qu'il n'a plus cette saveur d'antan parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est surdimensionné pour la Ligue 1 et que Marseille n'est même pas un cadre de la Ligue 1. Donc c'est une affiche par rapport à ce que représentent les deux équipes dans le paysage français. Mais il est vrai que ça n'a plus le même intérêt qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, je regarde Paris-Marseille avec, j'espère ne pas perdre parce qu'on va en entendre parler pendant des siècles, on a battu les riches du Qatar, blablabla. Et non plus, je ne veux pas le perdre parce que c'est un Paris-Marseille. Donc voilà. Mais ça, Vas-y, pardon, fini, Lionel, ta phrase. ça reste un match qu'on attend quand même. Après, c'est vrai que c'est plus. Tu ne regardes, on le regarde plus avec le même stress, la même saveur qu'avant. Ouais, la même attente une semaine avant de ça va être PSGOM. On l'a au moment du coup d'envoi, quoi. Tout à fait. Kata, ton avis? Ouais, enfin, pour moi, c'est un match comme un autre. Enfin, je suis désolé, hein, je vais choquer, mais pour moi, il a pas Moi, je suis de saveur plutôt ton avis particulière. aussi, donc tu me choqueras pas. Je pense de moins en moins, mais ouais. Non, mais bon, il a pas de saveur particulière, c'est 3 points. C'est bon, il faut pas le perdre parce que sinon c'est un peu la honte et on va se faire chambrer. Mais sinon, après, moi, je pense que les rivaux du PSG, ils sont en Ligue des Champions, ils sont pas en Ligue 1. Ouais. Un adepte de la Super League? Ouais. Ah ben voilà. Bah, Ah ben, pour plein de raisons. Je pense que Basto, au revoir. Laissez-moi tranquille avec mes championnats locaux. Arrêtez avec votre Super League de mes deux. Ça, c'est encore un autre débat qu'on a eu et qu'on aura sûrement encore. Avec les blessures là, de Meunier et Herrera, quelle composition vous voyez du coup? Retour de Dagba, Sarabia au milieu, vous voyez quoi? Lionel? Mbesso en défense centrale. On fait un train Mbappé à la 80e. Non, mais plus sérieusement, Dagba, il sera de retour. Ouais. C'est une chose. Après, sûrement peut-être Paredes. Ouais, un milieu de Paredes, Verratti. Ouais. On verra. De toute façon, je pense qu'il trouvera une solution. Il y a Mbappé qui sera de retour. Il peut peut-être intégrer Sarabia dans le milieu de terrain à 3 avec à côté de Verratti, Marquinhos. Il y a des solutions. Sincèrement, on n'a pas, c'est pas comme il y a 3-4 semaines. Là, il y a qui? Il va manquer Neymar, Gay, Meunier, Herrera. Ouais. Il y a quand même un effectif de qualité derrière pour faire une composition très intéressante. Et Kata, toi, tu vois quel compo? en fait, c'est pas si simple parce que là, on a le titulaire au poste de relayeur droit qui est blessé, qui est Gay, et son remplaçant naturel qui est Herrera, qui est blessé aussi. Donc là, c'est une configuration un peu inédite. Et là, en fait, si on veut conserver le milieu à 3, il faudra faire soit jouer Marquinhos en relayeur, ou soit jouer Paredes en relayeur. Donc là, ça pose déjà un problème au Je niveau suis de pas la d'accord, moi. constitution. Moi, je suis pas d'accord là-dessus, mais vas-y, finis. Bah, après, on a peut-être une solution avec Sarabia en relayeur ou Bernat en relayeur gauche. Ah, c'est possible aussi, j'y avais pas pensé, ouais. Voilà, mais du coup, en fait, ce match contre Marseille, on est obligé quand même de mettre une équipe, une grosse équipe. On est obligé de. Oui. Donc là, l'affiche conditionne un peu l'équipe qu'on va mettre. Donc là, il n'est pas question de faire tourner. On est obligé de mettre la grosse équipe. Donc là, je vois pas trop au milieu comment on va s'en sortir. Ah, et avec les statuts aussi, parce que Marquinhos, on peut pas lui dire, bah écoute, tu joues pas. Donc, Moi, je vais me mouiller. Moi, je vois donc Dagba qui revient à droite. Je vois le milieu Marco, Marquis et Sarabia. Et je vois le turnover classique, comme après Real Lyon, je vois Diallo prendre la place de Kimpembe. mais là, j'ai pas trop suivi. Donc Verratti, tu le mets pas. Si, Tu le mets... Marquinhos, si, c'est Verratti, Sarabia en relire. Et devant, Mbappé, Icardi, Di Maria. Attends, donc ton milieu, c'est Marquinhos, Verratti et Sarabia. Ouais, Ok, donc pas de Paredes. pas de Paredes. Non, parce que Ok. Paredes plus Marquinhos, surtout s'il y a Verratti, les trois sont vraiment dans la même zone. C'est pas... Bah, Et il manque un vrai relayeur quoi, dans ces cas-là. hum. Mais
enfin, il faudrait que je reparle du match, mais lorsque Gay il joue relayeur droit ou relayeur gauche? Relayeur, ça change, des fois ça Ça échange. change. Ça change. C'est plus Gay relayeur droit, mais ça a changé à Lyon. Gay était relayeur gauche avant de repasser à droite. Ça change souvent en cours de match en fait. En, en général, quand il y a Gay et Verratti, c'est Gay qui est relayeur droit et Verratti relayeur gauche. Gay. Alors ça a changé à un moment donné, je crois, sur plus quel match. D'accord. Mais Moi, j'avais l'impression que Gay était plus suivait un peu plus Neymar. C'était le joueur qui, lorsque Neymar avait le ballon, était plutôt assez proche pour. Ouais, Lyon, ouais. Après, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, sans Neymar, Real Galatasaray, Gay était clairement relayeur droit. Ouais. Mais en fait, Tuchel avait fait un réajustement quand c'était Paredes qui était en 6. C'était contre le match d'Angers, où en fait Gay avait commencé en relayeur droit et après il avait inversé les positions de Oui. Verratti et de Gay à la mi-temps. Ouais, exactement. Ouais. C'était le match d'Angers. Ouais, Mais sinon, en général, Gay est relayeur droit, à part quand il joue avec Herrera, où c'est Herrera le relayeur droit et Gay le relayeur gauche. C'est ça. Ok, je vais vous demander un petit pronostic pour finir. Kata, tu vois quoi? Pronostic, je vois 3-0. Mais je suis nul en pronostic. C'est pas grave, on te le ressortira. On te le ressortira quand même. Ton pronostic? 2-0, moi. Ouais, moi je vais rester sur le 2-0 aussi. Bon, on verra. Oui, Basto, on n'a pas trop parlé de l'attaque, du coup, on voit quel trio en attaque. Moi je vois le Mbappé, Icardi, Di Maria. Ouais. Ouais, je pense. Je pense que Ouais, pareil. si c'est ce trio-là contre Marseille, je peux dire que les Marseillais seront vraiment, vraiment surmotivés parce que leur défense Camara, Kaletassar, je pense que là, elle va avoir des vertes et des pas mal. Alvaro sera de retour, je crois. T'es sûr? Ouais, mais même 4 semaines, 5 semaines sans temps de jeu, Oui, non, si tu te retrouves avec Mbappé, Icardi. Ils vont souffrir. Ouais. Mais du coup, on aura un 4-3-3. Si par exemple Sarabia est relayeur, on a un 4-3-3 qui va ressembler beaucoup à un 4-4-2 à plat, en fait. Si on voit Di Maria et Sarabia chacun de son côté. Sarabia, quand il jouait relayeur à Séville, il jouait vraiment relayeur. Non, mais si tu veux, là, on a la possibilité d'avoir un 4-3-3 qui se transforme en 4-4-2 en phase offensive. Et oui, avec Mbappé en soutien de Icardi, du coup, ça. C'est tout à fait possible. Après Mbappé et Di Maria sont deux joueurs qui ont une telle mobilité que on peut même pas placer vraiment dans un schéma de jeu. C'est deux joueurs à qui tu laisses une totale liberté dans le dernier tiers et après ils se débrouillent, quoi. Ouais, enfin, oui et non, parce que sur les matchs de prépa et même globalement, Di Maria, il aime bien partir sur son aile droite, alors des fois, il va se mettre à gauche. Mais... Oui, mais souvent, il vient dans l'axe aussi pour toucher le ballon. Ouais. Ou l'autre option, ça serait un losange avec Di Maria en 10 et Mbappé et Icardi en attaque. Bon, on verra. Bon, on aura le temps d'en reparler après le match contre Marseille, des choix qui seront faits. Mais c'est vrai qu'on a plusieurs solutions malgré les blessures. Bon, on verra ça. Merci d'avoir suivi ce podcast, cher auditeur, et merci à toi, Lionel. Merci à vous. Merci, Kata. Merci à vous deux. Et donc, on se retrouve très vite après ce match contre Marseille, on espère, avec des bonnes nouvelles. Avec un 3-0 pour gagner mon pronostic. Oui, non, 2-0. 2-0, t'as dit. Salut. Au revoir à tous. Au revoir.